Bienvenue à Bibliothèque Médicis. La dernière ligne droite à parcourir. Et la dernière ligne droite à parcourir, c'est probablement la plus dure. Dans quelques jours, le monde saura si le CIO a retenu Madrid, Moscou, New York, Londres et Paris pour organiser les Jeux Olympiques 2012. Verdict en effet à Singapour le 6 juillet, dans quelques jours. Si l'Europe de la politique ne fédère pas, l'Europe du sport rassemble en tout cas tous les courants politiques et toutes les classes sociales. Le non au référendum du 29 mai dernier va-t-il réduire les chances de réussite de la capitale française, Paris, qui au demeurant avait voté oui à 66% au référendum? Derrière la candidature de Paris, le monde observe en ce moment une seule France, qui est par ailleurs tellement divisée, contradictoire, opposée, mais cette fois-ci unie. C'est tellement rare. Mais pourquoi une telle cohésion? Le sport a-t-il aujourd'hui des atouts particuliers pour réconcilier les gens? Et les valeurs du sport et les valeurs qu'il défend sont-elles plus morales? L'olympisme, si c'est encore le cas pour l'olympisme et l'amateurisme, reste-t-il une valeur du XXIe siècle? Tant de questions pour une seule réponse. Si ça pouvait être oui. Jean-François Lamour, je ne vous demande pas si ça peut être oui. C'est dans quelques jours. Je pense que vous vivez l'ultime suspense. Vous parliez de la dernière ligne droite, c'est les derniers centimètres. Quand même une aventure qui dure pour cette candidature depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. Mais rappelez-vous, déjà Paris était candidate pour les Jeux de 92, puis pour les Jeux de 2008. C'est aussi l'histoire du sport français et de l'olympisme. Mais puis en même temps une aventure humaine, c'est-à-dire vous montrer qu'on ne s'arrête pas à 1 ou même 2 échecs. Non, on rebondit après un échec. Surtout, on apprend à ne pas reproduire des erreurs par rapport à ce qui s'était fait précédemment, comme un sportif d'ailleurs. C'est la même démarche. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de risque d'erreur là? Vous avez tout corrigé? Vraiment, je pense que cette candidature parisienne a tenu compte justement de cette expérience, de ce savoir-faire accumulé, ne serait-ce que grâce au championnat du monde d'athlétisme en 2003, la Coupe du Monde 98. Nous savons organiser des événements, nous avons tenu compte des imperfections des candidatures précédentes. C'est jamais parfait, bien sûr, mais vraiment, c'est un dossier particulièrement abouti que nous avons présenté au CIO. Et là, vous sentez la France vivre et vibre avec une foi, une force collective assez terrible, non? C'est vraiment, je pense, l'atout supplémentaire fort de la candidature française, une mobilisation comme jamais qui accompagne ce dossier parisien. Je me déplace régulièrement dans toutes les communes de France, auprès de tous les sportifs, mais même des élus. Je reçois tous les jours 500 vœux ou 500 délibérations de conseils municipaux, des petites communes de 60 habitants comme des plus grandes villes, qui accompagnent Paris et la France pour cette candidature. Vous avez remarqué ici, nous sommes tous impartiaux, mais chacun porte... non, il ne faut plus être impartial. Il n'y a pas Londres là derrière, chez personne, aucun d'entre vous. Il y a une dimension politique dans cette bataille qui est presque une compétition indéfinie et infinie. Dans cette bataille en faveur de Paris, tout l'État est à l'œuvre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'administration est engagée, l'État avec tous ses diplomates. Parce qu'il y va. Pourquoi cette dimension politique? Et pourquoi, par exemple, à Singapour, on va trouver Poutine, Blair, Chirac, Zapatero, l'Espagnol? Parce que l'enjeu est majeur, vous l'avez rappelé, pour les pays et les villes qui sont candidates. Parce qu'aussi, s'il n'y a pas de consensus politique autour d'une candidature comme celle-là, qui n'est pas simplement un événement sportif, mais c'est également un événement économique très très fort pour un pays comme le nôtre. 2 chiffres peut-être, 60 000 emplois créés pour organiser les Jeux, 40 000, un potentiel de 40 000 après les Jeux, en termes par exemple de tourisme, on verra les retombées, on verra les retombées tout à l'heure. Mais obtenir les Jeux pour Paris, est-ce que ça ressemble à une épreuve olympique? Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous serez aussi content que le jour où vous avez gueulé pour votre victoire en 88? Tout aussi content pour une raison différente, je pense que Stéphane pourra le dire aussi. Moi, j'ai un rêve pour le sport français, c'est de permettre à des sportifs qui seront en âge d'être en équipe de France olympique et paralympique en 2012, de faire leur tour de piste dans le Stade de France. Moi, j'ai terminé ma carrière sportive à Barcelone en 92. Paris était déjà ville candidate. J'aurais bien aimé faire mes Jeux à Paris. Eh bien, j'espère pouvoir transmettre ce témoin à cette nouvelle génération en 2012. En même temps, il y a une forme d'émotion qu'on découvre quand on regarde ce qui se passe, c'est que ceux qui vont participer à la compétition et aux Jeux Olympiques en 2012 sont tout petits.
Ils ont quel âge, on va dire entre 15 et 20 ans à peu près. Ouais. Dans des sports, mais Et ils sont déjà en train de s'entraîner à l'exercice. Ils sont déjà détectés. Bien sûr, on a une grande capacité de détection et d'accompagnement des sportifs. Alors, il y aura toujours l'exception qui confirme la règle, mais ils sont détectés, ils sont dans ce qu'on appelle des pôles espoirs ou des pôles France. On les accompagne dans un double projet, le projet de formation et le projet sportif. On les laisse jamais au bord de la route. En tout cas, on essaye de faire en sorte de ne pas les laisser au bord de la route. Donc, ils sont détectés, on les connaît, ils sont dans les équipes cadettes, juniors. À nous maintenant de les accompagner jusqu'au plus haut niveau. Alors on voit que la confrontation est passée de ville, à État, avec un fort risque. Vous avez lu la presse et vous savez ce qu'elle demande à propos de Jacques Chirac à Singapour. Soit il porte la shkumun, la guigne, soit il porte chance et il en tire profit politiquement. Oui, je mets de côté cette appréciation que vous citiez. Le président de la République connaît bien le monde olympique. Il a porté la candidature en tant que maire de Paris en 86 à Lausanne. C'est lui qui a défendu la candidature de Paris. Les membres du CIO l'ont identifié. Ils étaient d'ailleurs très marqué par le discours. Il était à Montréal lors de la victoire de Guy Dreux, en tant que maire de Paris. En tout cas, il a vu Guy Dreux gagner. Il était à Los Angeles aussi en 84. Il m'a vu gagner ma médaille d'or. C'est un homme qui connaît bien l'olympisme, qui a été identifié par les membres du CIO. Cela va compter, car le CIO, les membres du CIO aiment bien qu'on parle leur langue, celle de l'olympisme, du sport, celle de l'olympisme. C'est un atout vraiment important pour notre candidature. C'est certainement ce qui va renforcer cette détermination que nous portons maintenant depuis plus de 2 ans. Alors, ce qui vous intéresse, vous, Stéphane Diagana, c'est l'exploit sportif. Qu'est-ce que c'est à propos des Jeux Olympiques? c'est le parcours que permet la perspective pour des jeunes. On parlait de ces jeunes qui vont se lancer dans cette aventure, qui soient français bien sûr, parce que ce sera à domicile, mais pour tous les jeunes qui vont avoir ça en tête, c'est le parcours que ça génère. L'exploit, bon, c'est la cerise sur le gâteau, mais la dynamique que ça crée, la notion d'entreprise que l'on a dans sa vie quand on est jeune et qu'on se dit tiens, je veux faire du sport, et puis après faire du sport de haut niveau et aller le plus loin possible, c'est cet enthousiasme que ça génère, c'est ce qui me plaît moi dans le sport. Et est-ce que vous dites comme Jean Galfione qui a préfacé le livre La passion de l'olympisme, mon confrère Paul Nickel, les plus belles heures de l'histoire des Jeux Olympiques, est-ce que vous dites comme lui, je crois aux belles histoires, les Jeux Olympiques sont une usine à rêves? Ah bah, je suis tout à fait convaincu. Quand on parle de Jeux Olympiques aux jeunes, il suffit de voir le regard que ça leur donne et le regard illuminé. Alors bien sûr, tous n'arrivent pas au bout de leur rêve, mais tous ont osé se mettre en marche, ont osé entreprendre, ont osé risquer, ont osé s'aventurer. Des rêves, mais avec beaucoup de sacrifices pour y arriver. Écoutez, le mot sacrifice, moi je l'ai toujours banni de ma carrière parce que j'ai surtout vu le plaisir. Et alors c'est vrai que vu de l'extérieur, on se dit mais c'est des heures à courir. C'est sûr, si on n'aime pas courir, c'est un sacrifice. Mais moi j'aimais courir. Je pense que Jean-François aimait se retrouver dans une salle d'armes. Donc c'est le plaisir avant tout. Et le reste, bon, bah, ce sont les choses que l'on met à côté, mais on n'est pas des sacrifiés. Courir, mais il y a la compétition. Oui, il y a la compétition, mais moi j'ai toujours vécu comme quelque chose qui me permettait d'aller au bout de moi-même. C'est-à-dire que l'exigence des autres, l'exigence des adversaires vous permet d'aller vous visiter vous-même de plus en plus loin. S'il n'était pas là, vous ne feriez pas les efforts nécessaires. Et je trouve que c'est très intéressant ce contexte de compétition pour ça. Pas pour écraser l'autre, mais pour se dépasser. J'interroge Jacques de Morgon qui vient de publier chez l'Harmattan les sports dans le devenir des sociétés. Est-ce que ce n'est pas une illusion de croire que le sport est démocratique alors que c'est le règne du plus fort? Ah, c'est plus compliqué que ça, parce que dans la troisième partie du livre, je parle d'un rôle fondamental du sport, sa capacité d'articuler les contraires. Et il n'y aurait pas de match intéressant s'il n'y avait pas en même temps espoir que les deux équipes sont très égales, parce que le match va être terrible. Et il faudra quand même que dans un temps limité, il y ait finalement, sans les tirs au but d'ailleurs, qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Mais c'est une nouvelle manche ensuite. Donc c'est un jeu continuel d'égalité, d'inégalité. C'est-à-dire si Paris l'emporte devant Londres, si Jacques Chirac et la France l'emportent devant Tony Blair et la Grande-Bretagne, il y aura d'autres manches. Voilà. Vous pouvez donner ça comme consolation à M. Blair déjà. Non. On n'en est pas là. On n'en est pas là. La tête Diag, il paraît qu'il faut vous appeler comme ça, a une stature exceptionnelle. Alors je rappelle que vous avez été le premier Français à devenir champion du monde d'athlétisme en 97. Masculin, bah oui. Oui. En 80, pourquoi Marie-Josée Pérec, voilà, ah, oui. elle a été la première championne du monde et moi le premier champion du monde. En 99, vous avez remporté aussi une médaille d'argent, mais pour les Jeux Olympiques, vous n'avez jamais eu de chance ou la chance d'être là.
Alors est-ce que ça fait partie en 80, parce que vous avez chaque fois 92, oui. 4e place, mais une 4e place heureuse, parce que j'ai battu 3 fois le record de France en série, en demi-finale et en finale. Et puis après, le néant, malheureusement. Mais bon, à cause de blessures. Oui, à cause de blessures récurrentes, différentes. Mais bon, c'est comme ça, c'est le parcours. Il faut savoir accepter ça. Quand on se lance dans un parcours, il faut savoir qu'on peut ne pas y arriver. Oui, et que ça fait partie, les blessures, d'un destin d'athlète. Oui, d'un destin, et puis aussi d'un parcours. Ça peut pas être simple, ça peut pas être facile. Sinon, il n'y aurait pas de mérite. Le sport ne susciterait pas autant d'enthousiasme. Donc, on sait que ça va être difficile. Donc, à partir du moment où on sait ça, on sait qu'on peut réussir de temps en temps et échouer. Mais qu'est-ce qui vous faisait tenir, résister, recommencer, alors qu'il y avait la blessure et le souvenir de la blessure? Le plaisir, le besoin. En 96, j'ai vécu les Jeux d'Atlanta dans les tribunes. Ça a été difficile pour moi parce que c'était le moment de ma carrière où je pouvais avoir le plus d'expérience. L'année d'avant, j'étais numéro 1 mondial. Bon, après, j'avais besoin, 3 mois après, j'ai eu besoin ne serait-ce que de recourir, de repartir. Et quand j'ai pu recourir, sans aucun espoir de pouvoir recourir vite, ça a été déjà une délivrance. Et puis, les choses se sont bien passées, je me suis remis en route. Et puis, l'année d'après, j'ai été champion du monde. Donc, ce plaisir, c'est vraiment le moteur essentiel. C'est ce qui fait que vous comptez pas les heures. Donc, quand je vois des jeunes aujourd'hui, je leur dis avant tout, si vous avez ça, ça sera votre meilleur talent, en fait, d'avoir cette sensibilité, ce plaisir, cette passion. Et vous restez dans votre tête athlète, l'athlète Diagana. Vous vous dites, parce que tout à l'heure je vous entendais me dire, je suis retraité du sport, l'athlétisme, on pense pas, vous l'êtes. Oui, on en garde, oui. On est à la fois héros national à vie quand on a gagné, ou quand on s'est fait remarquer par son peuple. Sauf que dans sa carrière sportive, on est très égoïste quand même, qu'on le veuille ou non. On pense quand même, au bout du compte, à soi, même si on essaye de faire partager le bonheur ou la défaite avec les autres, on reste quand même un peu égoïste. Et quand on bascule de l'autre côté, dans une autre carrière, quelque part, on essaye de redonner un petit peu, c'est ce que j'ai toujours pensé, au pays, ce que le pays a pu apporter dans l'accompagnement de ma carrière individuelle, voire même d'ailleurs de la carrière de l'équipe de France. C'est une sorte de paradoxe, de comportement un peu différent, mais qui se fait assez facilement quand on a préparé sa reconversion. C'est-à-dire quand on est prêt finalement à accepter une sorte de retrait en termes d'affichage, mais qu'on compense par une présence plus affirmée dans le développement du sport ou d'autres activités liées à la pratique sportive. Alors, vendredi 1er juillet, au Stade de France, lors de la cérémonie d'ouverture du meeting de Paris, vous allez recevoir la médaille d'or, vous avez reçu la médaille d'or aux championnats du monde qui sont disputés 2 ans avant, en 2003. C'est-à-dire, est-ce que l'émotion est la même? Est-ce que vous dites ce n'est que justice? Parce que ils vous avaient battu de combien, les Américains? 800e. Et ils s'étaient drogués. Enfin, voilà, oui. Il y en a 2 qui sont suspendus depuis, dont l'un suspendu à vie. Et donc ils ont été déclassés, voilà, on était 2e pour 800e derrière les Américains, déclassement, d'où cette médaille d'or 2 ans après. Ce sont les suites de l'affaire Balco, la côte ouest américaine. Une victoire volée. Mais oui, bien sûr, de l'émotion volée. Il y a la justice. Il y a les deux, c'est beaucoup d'émotions volées. C'était la dernière épreuve des championnats du monde. Moi, c'était la dernière fois que je portais le maillot de l'équipe de France. Et il faut que ça se finisse comme ça. Donc de l'émotion volée pour nous, mais pour les spectateurs aussi. Parce que c'était une semaine formidable qui aurait été encore plus formidable pour tout le monde. Et donc c'est 80 000 personnes dans ce stade, plus les gens qui ont regardé, qui ont été spoliés en fait. Et donc bien sûr, heureusement qu'il y a une justice, mais l'émotion, ça on la récupérera jamais. Mais enfin, c'est peut-être l'occasion de se dire que c'est la preuve aussi qu'avec du retard, certains pays et des instances internationales se lancent dans la lutte contre le dopage. J'ai la nette impression que les choses évoluent en termes de volonté, en termes de mobilisation. On ne peut pas ne pas parler de l'Agence mondiale antidopage, qui est quand même le fer de lance de ce combat, sachant que c'est un organisme qui est financé à moitié par les gouvernements, à moitié par le mouvement sportif, et donc il se place au-dessus de ces instances, et ça c'est nécessaire pour pouvoir les pousser tous dans le même sens de la lutte antidopage. Est-ce que ça choque ou ça intéresse celui qui a écrit, Philippe Verneau, l'argent dans le sport chez Flammarion? Moi j'ai essayé de retracer l'histoire de l'argent dans le sport. Alors j'ai essayé de remettre un peu tout ça en perspective, et évidemment tout ce qui se passe aujourd'hui n'est que la conséquence de ce qui s'est passé avant. Donc oui, l'argent forcément est un vecteur qui joue un grand rôle. Peut-être aussi, oui, ce qui a poussé un certain nombre d'athlètes à faire